fois de plus fait preuve d'unanimité sur une question donnée. Monsieur le Président, à la lecture du réquisitoire aux fins de requalification de Monsieur le procureur et des arguments développés par la défense, il se dégage, Monsieur le Président, deux courants, deux tendances, deux écoles qu'on peut qualifier de positivistes ou de négativistes. C'est la question de qualification ou de réqualification posée est une question d'école, c'est un cas d'école, Monsieur le Président. Le débat, il est fort intéressant. À un moment donné, on a eu l'impression qu'on était replongé dans les cours de droit élémentaire. Monsieur le Président, en réalité, dans cette affaire, moi, je défends ici, avec d'autres confrères, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara et M. Mamadou Ali Oketa. En réalité, à la lecture des réquisitions aux fins de requalification des faits présentés par le parquet, nos deux clients ne sont pas concernés, Monsieur le Président. Ils ne sont pas concernés, il faut être honnête pour le dire, c'est le lieu et le moment. Bon, ce qui signifie que, en réalité, dans cette affaire, ils ont beaucoup de chances d'être libérés, parce que la barque dans laquelle le parquet souhaite qu'on s'embarque désormais est une barque qui n'est pas conçue pour eux, Monsieur le Président. Donc, on se serait tu et attendre le joute oratoire entre les deux camps et finalement voir de quel côté le vent va emporter. Mais il se trouve malheureusement que nos clients sont en détention au même titre que les autres, pour lesquels d'ailleurs nous n'avons cessé de clamer leur innocence. Donc nous ne pouvons pas rester sans prendre position, Monsieur le Président, dans cette affaire. Parce que si nous rentrons dans la requalification, on retourne au point zéro. Et pendant ce temps, ils vont continuer à rester en prison, sans espoir d'être remis, même en liberté, en attendant la fin de la procédure. Donc nous avons intérêt à nous joindre aux autres pour mettre de côté la question, la problématique qui vient d'être posée, afin que nous puissions aller rapidement vers les confrontations et tout ce qui va s'en suivre, réquisition et plaidoirie, pour que nos clients soient situés sur leur sort et que nous, nos deux clients, soient libérés. Bon, je ne sais pas s'il faut remercier le procureur pour cela, parce que dans les réquisitions, nos clients n'ont pas été touchés, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'il n'y a pas de charge contre eux, une fois de plus. Monsieur le Président, dans cette affaire, je pense que c'est une question qui revient, mais qui a déjà été réglée. À votre place, ma décision aurait été la suivante. Vu l'arrêt numéro 06 du 25/6/2019, rendu par la Cour suprême de la République de Guinée, rejette la demande de requalification, ordonne la continuation des débats. Telle aurait été, moi, personnellement, ma décision si j'étais à votre place, Monsieur le Président. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce dossier, nous l'avons tous obtenu pour le juger.
Encore qu'en 2019, certains n'étaient pas là. Certains n'étaient pas dans ce dossier, Monsieur le Président. Je me fonde sur quoi pour le dire? Nous parlons de requalification. Le parquet estime que la complicité qui a été retenue au cabinet d'instruction et qui a fait l'objet de débats ici, pour certaines catégories d'accusés, ne peut plus tenir et qu'il faille remonter un peu dans la catégorie des infractions relatives aux crimes contre l'humanité, telles que prévues par l'article 194, 198 et autres du Code pénal. Pour eux, Monsieur le Président, les faits qui ont été jusque-là présentés sont tout autres. Mais il se trouve que cette question, Monsieur le Président, une fois de plus, a déjà été réglée. Cette question a déjà été complètement tranchée. On ne peut plus revenir sur cette question. Peut-être dans un autre dossier, oui, mais dans ce dossier, ce n'est plus possible. Monsieur le Président, je ne confonds pas la phase d'instruction à la phase de jugement. Mais quand un élément ou une question est posée pendant la phase de jugement, il se trouve que cette question a déjà été réglée définitivement, on ne peut plus revenir sur ça. Chose jugée, non-rétroactivité de la loi pénale, fait nouveau, fait ancien, c'est un débat doctrinal qui a tout son pesant d'or et qui est instructif. Nous avons beaucoup appris dans ce dossier, Monsieur le Président. Mais ce qui reste clair, comme l'eau de roche, Monsieur le Président, et qui fait que nous prenons position, c'est parce qu'il y a une décision de justice qui a déjà réglé cette affaire. Et pas de moindre. En effet, Monsieur le Président, le 25 juin 2019, la Cour suprême de la République de Guinée a rendu l'arrêt numéro 25 du 6, numéro 25, l'arrêt numéro 6 du 25 juin 2019, la Chambre pénale. La lecture sera fastidieuse, mais elle me paraît importante parce que tout se résume, pour moi personnellement, Monsieur le Président, tout se résume à cet arrêt. Tout le reste peut graviter autour. Mais pour moi, dans l'intérêt de mes deux clients, qui veulent voir enfin le bout du tunnel, Monsieur le Président, la question qui est posée, si nous devons donner notre position, nous nous fondons sur cet arrêt de la Cour suprême. Dans l'affaire opposant Mamadou Boboba à M. Cessé Raphaël Abba et 13 autres, poursuivis pour meurtre, assassinat, vol, pillage, torture, attentat à la pudeur et autres. Cet arrêt, excusez-moi Monsieur le Président, a été rendu par le président Seydou Keïta, M. Kamfouri Kaltamba, M. Tidjane Aïdara, Mme Souma Djenab Diallo, Mme Mariam Kamara, en présence de M. William Fernandez. Ils m'excuseront de les avoir cités, mais Monsieur le Président, c'est pour une question de transparence et de clarté. Ces hauts magistrats m'excuseront de les avoir cités. Mais ce sont des magistrats qui ont tout donné à ce pays. Ils ne peuvent pas prendre tout leur temps, examiner une question de fond en comble, avec tous les apaisanteurs, les tenants et les aboutissants, rendre une décision
qui est insusceptible de tout recours en 2019 et que, comme par miracle, en 2024, que d'autres juristes se retrouvent dans une copieuse salle d'audience avec un dossier aussi simple que possible pour dire que désormais, ce que ces hauts magistrats ont décidé doit être sur la table pour être rediscuté, Monsieur le Président. Ce n'est pas possible. C'est comme si demain ou après-demain, la décision que vous rendez aujourd'hui, que d'autres viennent à votre suite et que possibilité soit donnée de discuter de ce que vous avez rendu en votre temps pendant que le peuple vous fait confiance. Ce jugement, cet arrêt est rendu au nom du peuple de Guinée par la plus haute juridiction du pays. Monsieur le Président, je salue ces hauts magistrats de passage pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. L'ensemble des accusés ici présents étaient partis à ce procès. Chaque matin, à l'ouverture du dossier ou à la reprise des audiences, nous apprenons c'est Raphaël Abba, Marcel Guilavogui, Moussa Tcheboro Kamara, Ablaï Chérif. Ce sont les mêmes personnes, c'est entre les mêmes partis. Les partis civils également. Et la partie qui est très intéressante, sans rentrer dans la lecture complète de l'arrêt, les confrères ici présents, pour lesquels j'ai beaucoup de déférence, mais qui tiennent coûte que coûte à ce que cette affaire soit considérée, que ces infractions soient considérées comme, comme le crime contre l'humanité, tel que prévu par les dispositions des articles 194 et 195 du Code pénal. C'était pourvu en cassation contre l'actuelle ordonnance de non-lieu de requalification et de non-lieu partiel qui a saisi votre juridiction de jugement, qui a été rendue par le pôle de juges d'instruction, Monsieur le Président. Et l'unique branche d'ailleurs de leur moyen de cassation contre cette ordonnance de renvoi, ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel qui vous a saisi, c'est autour de cette ordonnance que les débats ont eu lieu, des débats très fructueux. Chacun de nous a une idée de quel côté le vent peut partir, le vent peut souffler. Monsieur le Président, l'unique branche portait sur l'article, les vues de la première branche du moyen tiré de la violation des articles 194 et 195 du Code pénal. Cet arrêt est une pièce du dossier. Bon, je ne sais pas si le parquet, en introduisant, bon, effectivement, ces nouvelles réquisitions n'a pas cet arrêt, n'a pas lu cet arrêt, ou bien c'est une tentative où, Monsieur le Président, c'est voir si nous qui sommes de ce côté-là, nous ne pouvons pas voir entre les lignes, Monsieur le Président. C'est des grands magistrats pour lesquels j'ai également beaucoup de respect. Mais cet arrêt, c'est une pièce du dossier que le parquet ignore totalement pour vous saisir. Donc, la Cour suprême, dans sa composition que je viens de vous dévoiler, a indiqué, considérant que les articles disposent successivement que l'article 194 constitue un crime contre l'humanité, l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance des causes de cette attaque. Un meurtre, extermination, réduction à l'esclavage, déportation, transfert, empoisonnement, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Le point 8, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, éthique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article ou tout crime de guerre ou de génocide. Disparition forcée de personnes, crime d'apartheid, autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Monsieur le Président, ce sont les dispositions ou le contenu de l'article 194 qui traite des crimes contre l'humanité et qui ont fait l'objet d'un premier débat depuis 2019, avant nous ici, dans ce dossier. Cette question revient aujourd'hui parce que les réquisitions en fin de qualification sont essentiellement basées sur cette disposition, sauf erreur de ma part. Toujours dans le même arrêt, l'article 195, au sens du présent article, on entend par attaque lancée contre une population civile le comportement qui consiste en la commission de l'un des quelconques actes. Ces actes sont également énumérés. C'est un article qui est très long, condensé, Monsieur le Président. On parle d'extermination, on parle de réduction en esclavage, de déportation, de torture et tout ce qui s'ensuit. Le juge de la cassation a indiqué, parce que je vous précise que les confrères d'en face qui avaient saisi la Cour suprême et qui tenaient coûte que coûte avant aujourd'hui, et nous sommes en 2019. C'est-à-dire que cette question, c'est en fait ce qu'on a perdu avec la main droite, on veut coûte que coûte reprendre avec la main gauche. C'est-à-dire qu'on pense que, bon, voilà, c'est le lieu et le moment de tenter d'obtenir ce qu'on a perdu depuis le déclenchement des poursuites dans cette affaire. Et c'est votre tribunal qui est choisi pour atteindre cet objectif. Mais très malheureusement, c'est trop tard. C'est pour cette raison, à l'entame, Monsieur le Président, j'ai dit que si moi j'étais à la place du tribunal, ce arrêt règle définitivement cette question. Donc, Monsieur le Président, après un débat au niveau de la Cour suprême de la République de Guinée, qui est la plus haute juridiction de ce pays, qui statue en dernier sur les pourvois contre les décisions rendues en première instance en matière pénale, sociale, bref, administrative, judiciaire, Monsieur le Président, cette Cour a pris la position suivante, ou a adopté la position suivante. Qu'en statuant comme elle l'a fait, la deuxième chambre
de contrôle de l'instruction a violé les dispositions des articles 194 et 195 du Code pénal. Ça, c'était la position des demandeurs au pourvoi. Parce que même si vous prenez les réquisitions aux fins de requalification, Monsieur le Président, après l'identité des parties, le parquet commence par dire, vu l'ordonnance de renvoi numéro 007 du 29 décembre 2017 rendue par le pôle de juge d'instruction, le parquet prend soin de ne pas indiquer dans ses réquisitions, vu l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019. C'est pas mis. C'est sciemment fait. C'est une façon d'ignorer totalement cet arrêt avant d'ouvrir ce débat. Et dans la même conclusion, il est indiqué les réquisitions, vu les conclusions aux fins de requalification du 29 mars 2023 des maîtres Amidou Bari, Tierno Souleymane Bari, Moumouni Diallo et Mamadou Seydousso, avocat à la Cour Conseil des parties civiles. C'est maintenant clair, Monsieur le Président, les mêmes qui en 2019 ont soulevé cette question jusqu'au devant la Cour suprême, une décision est intervenue, ont attendu que le débat soit ouvert pour produire de nouvelles conclusions sur une question déjà réglée, mais que nous n'avons même pas considérée parce que, Monsieur le Président, votre juridiction a rendu plusieurs décisions ici. Nous connaissons un peu la nature. C'est des questions sur lesquelles vous ne tardez pas, Monsieur le Président. Donc ces conclusions-là, nous les avons en possession, mais pour nous, elles ne pouvaient pas être remorquées, cooptées, ou du moins prises en charge par le parquet jusqu'à en faire de nouvelles réquisitions aux fins de requalification. Parce que si ça ne tenait qu'aux écritures des confrères d'en face, la solution est encore beaucoup plus simple que lorsque ça vient du parquet, Monsieur le Président. Donc, il est désormais clair que le parquet s'est servi des conclusions et des débats qui auraient eu lieu. Mais malheureusement, ces débats n'ont rien donné, tendant à requalifier les faits. Donc, dans l'arrêt de la Cour suprême, les magistrats ont indiqué que pour cette violation, l'arrêt attaqué doit encourir cassation et annulation. Considérant que les défendeurs n'ont pas répliqué aux mémoires ampliatives des parties civiles, considérant que les crimes commis au stade du 28 septembre 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98/036 et 037 du 31/12/1998, toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée. C'est la position de la Cour suprême. Considérant que les crimes commis au stade du 28 septembre en 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98/036 et 037 du 31 décembre 1998, toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée. Mais considérant que les demandeurs, quant à eux, reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L 2016/59 portant code pénal en ses articles 194 et 195. Qu'au moment des faits, la dite loi n'existait nulle part dans la législation guinéenne, Monsieur le Président. D'où il suit que le moyen sera rejeté
en sa première branche. Monsieur le Président, c'est très clair. Cet arrêt, il est là, il est versé dans le dossier. Toute la problématique, la question posée tourne autour de l'application ou non dans cette affaire des articles 194, 195 et suivants. Sur cette question fondamentale, Monsieur le Président, la Cour a donné sa position. Et cette position est versée dans le dossier de la procédure. Monsieur le Président. Et en définitive, Monsieur le Président, cet arrêt qui est dans le dossier de la procédure, le dispositif est ainsi libellé. Statuant publiquement contradictoirement en matière pénale et sur pourvoi, déclare le colonel Tchebro Camara déchu de son pourvoi pour violation de l'article 127 AL2 de la loi L 2010 du 23 février 2017. Par contre, reçoit le pourvoi des parties civiles contre l'arrêt numéro 23 du 18/5/2017 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Au fond, le rejette comme mal fondé, prononce la confiscation des cautions, mais les frais et dépenses à la charge des demandeurs, dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour suprême, ordonne la transcription dans les registres à ce destiné, ainsi fait, jugé, prononcé publiquement par la Chambre pénale, Cour suprême, les jours, mois et encres dessus. Et ont signé le président, le conseiller rapporteur et le greffier. Cet arrêt est inévitable dans cette affaire. Personne ne peut le carter dans cette affaire. Parce que c'est grâce à cet arrêt que finalement ce procès a pu avoir lieu. Parce que cet arrêt, ayant rejeté le pourvoi contre l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel de renvoi devant le tribunal criminel rendu par le pool de juge d'instruction, qui est la pièce numéro 1 dans ce dossier, a été viabilisé, validé et le procès a pu se tenir, Monsieur le Président. Comment peut-on attendre 2019? Aujourd'hui, nous sommes en 2024. 5 ans après, la même question revient. Monsieur le Président, au terme de l'article 2 du Code de procédure pénale, cet article dispose l'action publique s'éteint par la mort du prévenu. La prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale est la chose jugée. Dans cette affaire, il y a chose jugée. Sur la question, il y a chose jugée, Monsieur le Président. Si aujourd'hui, par extraordinaire, votre tribunal venait à remettre en cause cet arrêt, ça veut dire que ce n'est plus important d'exercer des recours contre les actes préparatoires rendus par le cabinet d'instruction de premier et de second degré. Si la Cour suprême rend un arrêt et devant une juridiction 3 fois inférieure, parce qu'entre la Cour suprême, Monsieur le Président, et le tribunal que vous présidez, vous savez qu'il y a une juridiction importante qui est la Cour d'appel. La décision que vous allez entreprendre devant ce tribunal, Monsieur le Président, vous le savez mieux que moi, peut être attaquée devant la Cour d'appel.
Et la chambre criminelle, il y a une chambre criminelle à la cour d'appel qui juge les décisions, les affaires rendues par votre juridiction. Et cette chambre criminelle de la cour d'appel est en bas de la Cour suprême, Monsieur le Président. Donc, entre votre tribunal et la Cour suprême, il y a même une importante juridiction, composée également de hauts magistrats. Comment cette juridiction peut décider définitivement que dans cette affaire, la loi invoquée par les parties civiles n'était pas en vigueur au moment de la commission des faits? Et qu'aujourd'hui, qu'on trouve moyen de dire non, parce que quelque part j'ai lu que c'est la loi moins sévère, parce que la peine de mort existait dans l'ancien code, et dans le nouveau, la peine de mort existe. Non, Monsieur le Président, qu'on ne se place pas dans cette hypothèse. Moi, je reste légaliste. C'est pourquoi je dis que dans cette affaire, il y a deux courants qui s'opposent, et frontalement. Les positivistes et les négativistes, Monsieur le Président. Mais les positivistes ont l'avantage, en dehors des conclusions et des écrits, d'avoir une décision ou des décisions de justice, Monsieur le Président, rendue et insusceptible de tout recours, Monsieur le Président. Mais c'est jurisprudentiel déjà. Ce arrêt qui n'a fait l'objet d'aucun recours, c'est une jurisprudence en soi. Quand elle est complétée par votre décision, c'est une jurisprudence. Mais aujourd'hui, le parquet veut que vous trouviez un autre chemin en dehors du chemin légal fixé déjà par la Cour suprême, Monsieur le Président. Je pense que votre tribunal ne se laissera pas faire. Et subsidiairement, Monsieur le Président, sur la question, je voudrais m'arrêter là, parce que cette pièce est dans le dossier et chacune des parties en dispose. Pour moi, cette question ne devait même plus revenir. Revenir sur cette question, Monsieur le Président, vraiment, c'est remettre en cause la chose jugée, remettre en cause une décision rendue par une juridiction supérieure, Monsieur le Président. Un de mes confrères a dit ici, c'est reprendre tous les débats à zéro, même moi aussi, sans compter tous les aspects que cela peut entraîner comme désagrément. Chacun de nous ici, je pense, est animé par le souci de voir ce procès tirer vers sa fin et prendre fin, Monsieur le Président. Subsidiairement, Monsieur le Président, la défense ne se fatiguera jamais. Nous voulons profiter de cette ouverture pour solliciter une fois de plus, Monsieur le Président, subsidiairement, la remise en liberté. S'il vous plaît, ça viendra après. Vous avez la parole pour quelque chose. Voilà, Monsieur le Président. On s'en remet à votre sagesse. Voilà. J'en ai terminé et je vous prie de faire droit à toutes les prétentions, aux arguments qui ont été suffisamment développés par la défense. Monsieur le Président, vu l'arrêt, rejeter la demande de requalification et permettre la continuation des débats. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci, messieurs du tribunal. Monsieur le Président, je vais répondre aux arguments de la défense point par point. Je vais commencer par répondre, Monsieur le Président, à la chose jugée, prétendument soulevée par la défense. Et ensuite, Monsieur le Président, je vais répondre à l'applicabilité du statut de Rome. Et enfin, Monsieur le Président, je vais conclure sur le caractère bien fondé de la requalification. Monsieur le Président, la défense soulève
la chose jugée contre la demande de requalification. Et la défense fonde cet argumentaire sur l'article 2 et l'article 4 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, déjà, j'ai comme l'impression que nous ne lisons pas les mêmes textes. Je vais le démontrer tout à l'heure. Monsieur le Président, je voudrais que vous notiez que la chose jugée est bel et bien recadrée par les dispositions du Code de procédure pénale. C'est très bien encadré. Donc, on ne peut pas entretenir d'amalgame à ce sujet. Voilà pourquoi je vous prie de bien vouloir suivre avec moi, Monsieur le Président, la lecture de l'article 2 du Code de procédure pénale de 2016, invoqué par la défense. Cet article dispose: l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation et la chose jugée. À la lumière de ces dispositions légales, peut-on dire, Monsieur le Président, que la demande de qualification est une action? Plus précisément, est-ce que c'est l'action publique? Parce que ce code parle de l'action publique. Ce n'est donc qu'à l'action publique que l'on peut opposer la chose jugée. C'est ce que dit ce texte. L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation et la chose jugée. Est-ce que la demande de requalification est une action publique? Est-ce que c'est l'exercice de l'action publique? Mais non. En tout cas, à la lecture de cette disposition légale invoquée par la défense. Monsieur le Président, l'arrêt dont il s'agit, l'arrêt de la Cour suprême, je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisque le ministère public a effectivement apporté la réponse qui sied, est un arrêt qui est rendu en phase préparatoire. C'était au niveau des enquêtes préparatoires. La Cour suprême n'a jamais été saisie d'une juridiction de fond sur cette question. Je continue, Monsieur le Président. Cela étant, est-ce que l'indivisibilité du parquet empêche les membres de ce dernier, à des niveaux différents, de soumettre la même question à une juridiction qui n'a pas encore tranché sur cette question? Oui, il s'agit du ministère public du tribunal de première instance du Dixine, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce la même étape? Mais non, Monsieur le Président. Nous sommes désormais à la phase de l'instruction définitive. Et donc, Monsieur le Président, le ministère public est bel et bien fondé, même si par ailleurs on peut lui en vouloir parce que effectivement c'est lui qui avait demandé la requalification de crime contre l'humanité au crime de droit commun, mais rien ne l'empêche, Monsieur le Président, devant vous, à demander la requalification des faits. Rien, bien au contraire. L'article 405 du Code de procédure pénale permet au ministère public de prendre des réquisitions, les réquisitions plutôt, qui lui paraissent nécessaires d'invoquer
parce que ce code, cet article, j'allais dire, dispose ainsi qu'il suit. Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Et c'est bien le cas, Monsieur le Président. Le ministère public, à cette audience, a pris cette réquisition pour vous demander la requalification des faits. Ce n'est pas une action publique, encore une fois, que le ministère public a engagée pour qu'on lui oppose la chose jugée. Poursuivons la lecture des dispositions légales invoquées par la défense. Lisons l'article 4 du Code de procédure pénale de 2016, également invoqué par la défense, qui dispose cet article. Toute poursuite cesse, je dis bien, toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Monsieur le Président, j'aimerais savoir si, encore une fois, le ministère public, en demandant la requalification, a poursuivi de nouveau. Aussi, je m'interroge, Monsieur le Président, sur la question de savoir si le capitaine Moussa Dadis Camara et sa suite ont été définitivement jugés pour les mêmes faits et que soit ils ont été acquittés ou qu'ils ont été condamnés, auquel cas la peine devra être subie. Est-ce qu'ils sont en train de purger une peine? Est-ce qu'ils ont été condamnés? Absolument non. Cette disposition, cette autre disposition également, ne peut être opposée à la demande de requalification. Pas du tout. Qu'on invoque d'autres dispositions. Mais ces deux-là n'ont absolument rien à voir avec une demande de requalification. On ne peut donc pas, en conclusion, opposer la chose jugée, Monsieur le Président, telle que prévue par ces dispositions invoquées par la défense, à la demande de requalification, qu'on aille chercher ailleurs. Monsieur le Président, la défense demande aussi que si par extraordinaire, il vous arrivait de passer outre leur demande de rejet sur la base de ces deux dispositions légales, qu'il vous plaise donc constater, selon la défense évidemment, que le statut de Rome ne serait pas applicable en Guinée pour ces faits. Monsieur le Président, là également, je suis surpris à plus d'un. Je pensais qu'on aurait pu apprendre avec d'éminents avocats de la défense, parmi lesquels il y a de l'unanimité sur l'éloquence, la pertinence. Hélas, ça n'a pas été le cas. Monsieur le Président, une interrogation systématique s'invite précisément la question de savoir si un texte de loi ou réglementaire subordonne l'application du statut de Rome à l'internalisation des infractions de celui-ci, que celui-ci prévoit. La défense nous dit que pour que le statut de Rome soit appliqué en République de Guinée, qu'il faut d'abord qu'il y ait un texte qui demande à ce que
les infractions prévues par le statut de Rome soient internalisées. Ou qu'il y ait un texte qui internalise les infractions prévues dans le statut de Rome. Ça, c'est de la théorie. C'est de l'invention. La défense qui aime opposer des dispositions légales ici, à cette audience, n'a pas invoqué ni un texte de loi, ni une disposition réglementaire qui subordonne l'application du statut de Rome en République de Guinée. Et voilà pourquoi, Monsieur le Président, ce statut d'ailleurs, à son article 126, est sans ambiguïté par rapport à son applicabilité. C'est sans embâche. Monsieur le Président, je voulais dire que c'est sans équivoque. Cet article dispose l'article 126 du statut de Rome. Le présent statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au point 2, à l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent statut ou y adhère après le dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Le statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Ces dispositions légales de l'article 126 du statut de Rome sont intitulées « Entrée en vigueur ». Entrée en vigueur des statuts. Peut-être qu'il va falloir, Monsieur le Président, pour éviter tout amalgame, définir ce qu'est le terme juridique, ce que sont les termes juridiques entrée en vigueur. Monsieur le Président, l'entrée en vigueur d'un texte de loi est définie par le lexique des termes juridiques 2017-2018 de la 25e édition d'ALOS comme étant la date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous. La date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous. Cette date a été, Monsieur le Président, indiquée ici, à travers le décompte, par l'article 126 du statut de Rome, intitulé « Entrée en vigueur ». Mais comment peut-on nous dire encore que non, le statut de Rome ne peut pas être appliqué en République de Guinée? Voyons, Monsieur le Président, si la Guinée a ratifié, puisque cet article parle de ratification à partir du moment où l'État concerné dépose l'instrument de ratification. Monsieur le Président, ce n'est pas compliqué de le savoir, parce que même si vous cliquez tout à l'heure sur des recherches, les bonnes recherches, bien entendu, la République de Guinée a déposé son instrument de ratification en 2003. Je suis en train de chercher la date exacte. Le 14 juillet, effectivement. Et donc, Monsieur le Président, la République de Guinée a ratifié le statut de Rome le 14 juillet 2003. Après
l'avoir signé, puisque la signature ne l'engage pas. Pour ce qui est de l'applicabilité, Monsieur le Président, c'est la ratification. Donc, après avoir signé quelques mois plus tôt, soit en août, Monsieur le Président, plutôt en septembre, c'était le 7 septembre, la République de Guinée a donc ratifié ces statuts. Et donc, aujourd'hui, Monsieur le Président, le statut de Rome est applicable en République de Guinée depuis 2003. Depuis 2003. Et pour s'en convaincre, Monsieur le Président, je m'en vais citer un exemple banal. Voyez-vous, Monsieur le Président, le cas ivoirien. La République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a signé le traité, le statut de Rome en 1998. En 1998. Mais ne l'a ratifié qu'en 2013, peu avant le procès de Gbagbo. Et c'était pour cause. C'était pour l'applicabilité du statut de Rome sur le cas ivoirien. Et là encore, Monsieur le Président, pour quel fait? Des faits qui remontaient à 2010. Voyez-vous, Monsieur le Président, pour le cas de la Côte d'Ivoire, le traité a été signé en 1998, il a été ratifié en 2013, mais pour des cas de 2010. Donc, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, ont été jugés sur la base des infractions prévues et punies par le statut de Rome, que leur pays a ratifié bien plus tard, soit 3 ans après, les faits pour lesquels ils avaient été poursuivis devant la CPI. C'est vous dire que même si la Guinée avait ratifié, Monsieur le Président, ce traité après les événements douloureux de 2009, ce traité, Monsieur le Président, aurait pu s'appliquer. Parce que là, nous avons une jurisprudence. Encore que, je le rappelle, nous, en République de Guinée, nous avions ratifié ce statut en 2003 déjà, bien avant la perpétration de ces crimes odieux, Monsieur le Président. Peut-on nous dire que le statut de Rome ne s'applique pas en République de Guinée? Mais je tombe des nues. Je tombe des nues. En tout état de cause, aucune disposition légale, aucun texte réglementaire, encore une fois, ne nous a été apporté, lesquels subordonnent l'application du traité de Rome en République de Guinée, à la prise d'un texte ou à l'internalisation. Et lorsqu'on nous parle de l'article 10 de l'acte uniforme du traité, Monsieur le Président, mais c'est dans le même sens que l'article 126. On n'a pas besoin d'un texte pour internaliser. Nous avons le nouvel acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution qui est applicable. On n'a pas besoin de texte. C'est au même titre que cet article 126, Monsieur le Président. On l'applique. Monsieur le Président, c'était cela concernant les arguments soulevés par la défense. Et enfin, la conclusion que je tire sur le caractère bien fondé de la requalification de ces faits en crime contre l'humanité. Il est important, Monsieur le Président, d'aller chercher dans les faits les caractéristiques de crime contre l'humanité. Monsieur le Président, il n'y a pas besoin d'aller loin, trop loin pour chercher ces caractéristiques. Lisons un extrait
des déclarations de M. Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Dans son procès verbal d'interrogatoire, au paragraphe 2, à l'avant-dernière page, voilà ce qu'il dit. À cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi du côté de l'autoroute à bord des camions et des pick-up. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. J'ai immédiatement donné l'ordre de cesser les tirs. Mais comme ils étaient plus nombreux, à chaque fois que je dépassais un groupe, ils reprennent les tirs derrière moi. Finalement, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. J'ai bien aimé le développement avec vigueur du substitut Kamara Aboubakar Sidiki sur ces éléments. Voilà, monsieur le Président, honorable assesseur, une attaque systématisée. Des gens bien coordonnés qui quittent leur lieu de travail, qui quittent le président que certains prétendaient chercher et qui descendent, monsieur le Président, vers un endroit où ils savent qu'il y a des civils en train de dire non à leur candidature future, monsieur le Président. Et ils tirent sur ces gens, à bout portant. Comme l'a dit le commandant Toumba. Et ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. N'est-ce pas la preuve d'une attaque systématique, généralisée, prévue par l'article 7 du statut de Rome? Je continue. Voilà ce que M. Blaise Goumou, lui, dit, par endroit, voir son PV d'interrogatoire. Il y avait des gendarmes stagiaires avec nous, mais pas des miliciens. Est-ce qu'à l'époque, M. le Président, en réalité, les services spéciaux se promenaient dans leur patrouille avec des gendarmes stagiaires? Non. Mais ce jour, puisque l'attaque a été coordonnée, il fallait un bien plus grand nombre. Et donc, on est allé chercher, on a fait appel à des gens qui étaient à plus de 100 km de Conakry. Peut-on nous dire que ça, ce n'était pas organisé, que c'était spontané, avec l'état des routes à l'époque, jusqu'à Fourekaria, et derrière Fourekaria, à Kalia? Monsieur le Président, ces gens étaient préparés. Je continue. Monsieur le Président, voilà ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, lui, il dit. Plus tard, lui également, voir son procès verbal d'interrogatoire. Plus tard, j'étais toujours à mon bureau lorsque Joseph Makambo est rentré pour me dire que Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, est allé au stade et qu'il y a eu de nombreux morts. Il le confirme. Il a dit au cabinet d'instruction que Makambo est venu me dire que le commandant Toumba et ses éléments sont allés au stade. Ils ont tué. Monsieur le Président, voilà des attaques systématiques et généralisées. Poursuivons avec la déclaration de seulement deux parties civiles. En l'occurrence, M. Baouri, lors de l'audience publique du 21 mars 2023, ici. Voilà ce qu'il a dit. L'extrait de la vidéo est disponible pour ceux qui, en tout cas sur YouTube, pour ceux qui peuvent aller vérifier. Quelque temps après, il y a eu des grenades lacrymogènes, des tirs. On a vu, comme des petits moineaux, la plupart des gens qui étaient sur la pelouse, chacun cherchant à fuir. On a vu des bérets rouges venir. Monsieur le Président, il parle de gaz lacrymogène. Je poursuis.
Vous allez comprendre. M. Lousseni Fall, lui comparant à l'audience publique du 28 mars 2023, lui dit ceci. Le stade était inondé de gaz lacrymogène. Ensuite, les militaires ont fait leur entrée avec, à leur tête, le commandant Toumba. Les militaires ont commencé à tirer sur la foule, qui était en débandade. Les portails tenus par les militaires. J'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Lui également parle, Monsieur le Président, de gaz lacrymogène. Et nous savons tous que les gaz lacrymogènes ne sont pas des bombes lacrymogènes, des armes utilisées par les bérets rouges, par la garde présidentielle, mais plutôt par la police et par la gendarmerie. Je ne sais pas si les membres des services spéciaux en disposent. Ça témoigne qu'il y avait des policiers dans le stade, dans l'enceinte du stade. Il y avait des gendarmes dans l'enceinte du stade qui, en premier lieu, ont lancé des gaz lacrymogènes. Tous ces corps réunis contre cette cible, cette population civile, pour protéger son pouvoir. Une attaque systématique, généralisée. Tous les corps confondus se sont ligués, Monsieur le Président, contre leur population. C'est vexatoire, c'est ahurissant. Monsieur le Président, je continue. Je continue et je m'en vais vers la concordance quasi parfaite des récits au huis clos sur les formes de violences sexuelles. Pour ceux qui ont assisté aux audiences à huis clos, les récits que nous avons entendus sont poignants, à telle enseigne que beaucoup d'entre nous, professionnels ici, à part le tribunal, ont versé des larmes, moi y compris. Parce qu'il y avait de la particularité, Monsieur le Président. Il y avait de la particularité sur les cas de viol. Avec ces récits, ce ne sont pas des cas de viol que nous avons l'habitude de voir dans les juridictions. Non. Là, il y avait le deuil spécial, Monsieur le Président. Il y avait une autre intention que de satisfaire leur libido, Monsieur le Président. Ce n'était pas vraiment pour violer, pour satisfaire la libido, non. C'était à la fois humilier les gens, les atteindre dans leur dignité. Parce que jeunes filles, jeunes dames, vieilles, ont défilé ici, ont été violées. Et ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Des armes ont été utilisées. Permettez que je le dise. Dans le sexe des gens, des bâtons, des mains, dans le sexe des gens. C'est particulier. C'est particulier, Monsieur le Président. Voilà des faits, voilà des caractéristiques, Monsieur le Président, des crimes contre l'humanité. C'est comme au Congo, effectivement, Monsieur le Président. C'est cette pratique. C'est pour faire en sorte que vous, on vous fasse regretter votre participation à ces mouvements de soutien. C'est pour faire en sorte que demain, lorsque vous entendez parler d'un appel à manifestation, que vous ayez le dégoût. C'est ce qui a été fait ce jour-là. Voilà pourquoi certains se sont demandé, parmi des hauts gradés à l'époque qui ont été entendus en cabinet d'instruction, notamment, si j'ai bonne souvenance, le commandant Moussa Keita. Il s'interrogeait sur comment est-ce que, dans l'euphorie, comment est-ce que dans cette situation, quelqu'un peut être en érection? Je me suis interrogé, j'ai dit, ben, je comprends. Il ne sait pas. Quand bien même c'est un militaire, il ne sait pas le deuil spécial qui est derrière.
On parle de réparateur de femmes au Congo. Ce grand médecin, prix Nobel de la paix, je ne sais en quelle année, mais Monsieur le Président, c'est les mêmes pratiques. C'est en cela, Monsieur le Président, qu'il s'agit effectivement de crimes contre l'humanité. On ne peut pas le nier, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a beaucoup à dire pour ce qu'il est de la requalification des faits. On parle également de torture prévue par l'article 7, Monsieur le Président, du statut de Rome. Mais, Monsieur le Président, Monsieur Paul Mansa est venu à l'audience publique ici. Il a déclaré qu'effectivement, Begré torturait des gens. Il y avait des gens au camp Kundara. Qu'est-ce qu'il y cherchait? Était-ce un OPJ pour interpeller des gens? Ce n'était pas son travail. Il torturait des gens. Seulement, Paul Mansa dit que lui, il ne fait pas partie. Mais il a confirmé que oui, effectivement, il y a eu des cas de torture, Monsieur le Président. Ces personnes ont été enlevées où? C'était au stade. Donc, effectivement, Monsieur le Président, le ministère public est plus que fondé à demander la requalification des faits en crime contre l'humanité. Et, Monsieur le Président, j'allais oublier. Lorsqu'on dit que le ministère public s'est rendu compte que non, avec les crimes de droit commun, les crimes de notre code pénal, il n'a pas d'éléments, suffisamment d'éléments contre les accusés. Mais ce n'est pas comprendre en réalité la gravité des faits. Ce n'est pas le comprendre en réalité. C'est parce que le ministère public s'est rendu compte que oui, effectivement, il y a bien plus grave. Il n'y a pas que complicité, il n'y a pas que assassinat, il n'y a pas que les crimes de droit commun. C'est bien plus grave. Et, Monsieur le Président, nous avons juré de dire le droit. Nous avons juré, et avocats et magistrats, nous avons tous juré de rendre service à la nation en disant le droit. Ils se sont rendus compte qu'il y a bien plus grave. Et c'est pourquoi ils ont demandé la requalification. Parce qu'il y a effectivement bien plus grave. Je vous remercie, Monsieur le Président.